Bonjour à tous et à toutes. J'ai appelé un peu la discussion vivre et penser nos relations avec la nature, penser avec un A, c'est un petit clin d'œil parce qu'on est autour de ces questions de soins. Et hier, il y a eu des discussions autour du jardin qui soigne, entre le discours de quelles sont les pratiques, enfin, la mise en contact avec le jardin qui fait du bien aux humains. Et puis il y avait des remarques aussi, mais de quelle manière nous aussi on soigne notre jardin. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais essayer d'articuler dans les échanges, comment à la fois nos rapports avec la nature nous amènent du soin en tant qu'humains, mais aussi comment est-ce que en tant qu'humains on amène du soin avec la nature. Et est-ce que ces choses-là s'articulent et mon propos, c'est que parfois cette articulation entre le soin qui nous est apporté par le vivant en tant qu'humain et le soin que nous-mêmes on apporte à la nature, il n'est pas toujours aussi évident que... Voilà, donc je vais parler dans une grande partie de ce soin-là qu'on reçoit par des effets de contact avec les milieux naturels. Et puis j'utiliserai un petit peu quelques exemples de thématiques, de projets sur lesquels on travaille pour essayer de montrer un petit peu comment est-ce qu'on essaie de décortiquer, d'approfondir ces relations avec des choses de terrain, un peu les mains, voilà, dans les questions de recherche, à quoi ça ressemble en fait, ces questions-là quand on les aborde d'un point de vue de la recherche. Et puis je travaille dans un laboratoire d'écologie, donc je travaille avec des écologues, des biologistes et aussi des biologistes de la conservation, donc des gens qui étudient les dynamiques de la biodiversité, du vivant, et notamment qui documentent dans une très large mesure les impacts qui sont générés par les humains sur la nature. Donc voilà, je marine un petit peu là-dedans, donc forcément c'est des questions qui sont fondamentales pour moi, mais aussi pour l'ensemble des humains. On parle de soins, on parle de santé dans des contextes de bouleversements environnementaux qui sont ceux qu'on vit actuellement. Ces questions de santé, elles sont centrales d'un point de vue du maintien de la vie. Du coup, dans ce cadre-là, une réflexion qu'on retrouve beaucoup ces dernières décennies, et qui est un discours qui est aussi un discours qui est porté à la fois par les chercheurs et par un ensemble de politiques, c'est qu'il va falloir un changement transformateur dans nos modes de relation avec la nature. Alors, pas seulement nos relations avec la nature, mais nos modes de relation avec le monde de manière générale. Et c'est l'IPBES, donc c'est le panel pour le suivi de la biodiversité, qui est un petit peu le pendant du GIEC en version climatique, qui parle de cette réorganisation fondamentale à l'échelle du système, à travers une diversité de facteurs qui peuvent être d'ordre technologique, économique, sociaux, mais qui inclut aussi un changement de vraiment nos modes de positionnement, ce qu'on appelle des paradigmes, c'est-à-dire des orientations fondamentales, des manières dont on va se situer de manière structurante dans nos modes de relation avec la réalité. Et que ça concerne notamment des valeurs, par exemple, qui vont être à la fois nécessaires à la conservation, à la préservation du vivant, mais qui vont être aussi déterminantes pour des questions qui vont être liées à la santé et au bien-être des humains. Donc ces deux aspects, santé humaine et préservation, on va dire, de la nature, je vais revenir un petit peu plus tard, assez vite, sur ces questions de vocabulaire qu'on emploie, elles sont vraiment enchevêtrées. Et puis, une des remarques, c'est que ces actions, elles ont besoin d'être engagées de manière assez rapide et dans une certaine grande envergure. Donc là, j'ai mis, il y a un rapport conjoint qui est paru entre l'IPBES et le GIEC, ça date de 2021, mais vous avez tous vu passer le dernier rapport qui parle aussi de ce pas de temps et dans quelle mesure la fenêtre de capacité de transformation d'autres modes de relation, elle existe encore pour, en l'occurrence, maintenir un certain niveau acceptable de température, voilà, mais qu'elle est également aussi assez rapide. Et une des réflexions, du point de vue, on va dire, des sciences humaines et sociales, quand on est dans un laboratoire d'écologie, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, d'informations et de données qui sont produites par les scientifiques sur l'état du vivant, notamment. Mais que en fait, l'inertie, elle est assez forte. Donc il y a plein de choses qui se passent, hein, clairement. Par contre,
la vitesse à laquelle certains phénomènes se produisent et la capacité de réaction de nos sociétés, elle est en quelque sorte une sorte de déséquilibre entre la rapidité des changements qui s'opèrent et nos capacités à répondre à ces enjeux. Et donc ça fait partie des choses qui m'interrogent un petit peu et qu'on essaye de comprendre, c'est-à-dire comment ces choses-là s'articulent, pourquoi ça se passe, comment ça se produit et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler à comprendre ces relations et possiblement à réduire un peu cette distance. Alors, une des pistes de recherche qui est celle sur laquelle je travaille, il y en a d'autres, hein, pour cette réduction un peu de la distance, il y a plein d'approches possibles. Mais une des propositions qui est faite, c'est qu'en fait, ce décalage entre la hauteur des enjeux et notre manque de réactivité en quelque sorte, ça aurait à voir avec les relations que, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, parce qu'on est des individus qui appartiennent à des sociétés, qu'on entretient avec, alors j'ai mis la nature, la biodiversité, le vivant, l'environnement. Hier on est passé très vite, peut-être que je prendrai un petit temps sur, juste pour dessiner un petit peu ces termes qui participent tous un peu d'une même galaxie, qui portent pas exactement les mêmes concepts, les mêmes valeurs en fonction de qui parle, etc. Je vais y revenir assez vite juste derrière. Et une des hypothèses, ce serait que, en fait, peut-être que la détérioration, alors qui est consciente, mais qui est souvent inconsciente, on n'abîme pas à dessein la planète nécessairement, elle irait de pair avec une forme de détérioration de nos rapports avec la nature. En tout cas, c'est posé comme une hypothèse. Voire qu'on pourrait parler éventuellement d'un affaiblissement d'une forme de connexion avec la nature. Alors peut-être cette notion de connexion, je propose de la prendre un petit peu comme un petit fil rouge de la discussion. C'est une notion qui m'intéresse beaucoup, d'un point de vue réflexif aussi et d'un point de vue de critique, parce qu'on peut être... ça dépend ce qu'on met derrière, je pense. Donc il y a plein de manières de définir cet aspect-là. Quand on parle de connexion, on va avoir plusieurs pendants qui vont être la déconnexion. Qu'est-ce que c'est qu'être déconnecté, etc. Et puis on va avoir des dynamiques de reconnexion, qui sont aussi des choses qu'on voit dans plusieurs approches, et en fonction de ceux qui les portent, on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes choses derrière. Donc moi, je vais mettre certaines propositions derrière ces notions de connexion, de déconnexion, etc., qui sont des choses qui me semblent importantes, et puis qui permettent de parler aussi de ça, de ce rapport avec la nature et de comment est-ce qu'il évolue. Par exemple, moi, dans le sens où j'entends connexion avec la nature, là, je propose une définition qui est proposée par Dijkstra, c'est un état de conscience qui va se refléter par un ensemble, c'est un petit peu jargonneux, mais des traits cognitifs, affectifs et expérientiels. En fait, ça veut dire des formes d'émotions, des connaissances, des savoirs, des idées, qui elles-mêmes vont entrer en relation avec un ensemble d'attitudes et de comportements, c'est-à-dire des pratiques. En fait, simplement, on va avoir à la fois un socle de représentation et un ensemble de pratiques qui s'organisent autour de la notion qu'il existe une interrelation forte entre soi-même en tant qu'individu et puis le reste de la nature. Donc ça, c'est la notion de connexion comme je l'entends. Donc c'est pas un élément ponctuel de mise en relation. Et parfois, par exemple, on peut dire on va rentrer en connexion. Qu'est-ce que c'est qu'être parce qu'on va avoir un rapport momentané, par exemple, avec un élément de nature, etc. J'entends la connexion comme quelque chose de beaucoup plus durable et approfondi. Donc une forme de cohérence de l'individu dans sa manière de penser, dans sa manière de se positionner, dans son rapport à la nature. Et cette forme de cohérence-là, elle est pas si facile à atteindre. Et puis elle est mouvante, on y reviendra aussi. Alors juste rapidement, de quoi on parle. Moi, je ne vais pas forcément vous proposer une définition, parce que j'ai pas cette ambition-là. Et puis je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces rapports nature, biodiversité, environnement, en fait, on est toujours sur des continuums. Donc on va parler de nature pour différentes choses, qui parlent à la fois d'une chose différente et d'une même chose en fonction de la focale sur laquelle on regarde.
Et puis à l'intérieur même de chaque notion, des fois il y a des données qui semblent un peu contradictoires de prime abord et pourtant qui coexistent un peu dans nos imaginaires. Par exemple, quand on parle de nature, ça peut désigner ce qui ne relève pas de l'humain. C'est un peu cette fameuse dissociation entre nature et culture qui est opérante, mais dans une certaine mesure, parce que quand on parle de nature, on peut aussi parler de nature d'un point de vue plutôt biologique, par exemple, d'un point de vue plutôt écologique. Et la nature, ça va être finalement un ensemble de relations dans lesquelles les humains sont aussi inclus de fait. Dans cette idée de nature, ça c'est Virginie Maris, qui est une collègue, qui pointe ces aspects-là aussi dans notre mode de relation avec notre environnement, le reste du vivant. Il y a aussi cette forme d'extériorité, cette forme de rencontre avec l'autre, et une forme d'autonomie du vivant, qui fait qu'il y a quelque chose aussi qui nous échappe. Donc on est de la nature, mais on est de la nature qui se pense et qui se réfléchit. Donc il y a aussi des lignes de mise à distance qui ne sont pas une coupure, mais qui sont une fluctuation. Pour décrire un peu ce rapport un peu mouvant, il y a Edgar Morin qui parle d'unidualité, c'est un concept qui essaie de penser justement cette imbrication qui semble à premier lieu un peu contradictoire, du fait qu'on soit à la fois impliqué dans une relation avec la nature et puis qu'on soit en forme de dissociation quand même. Il dit la nature, elle est en nous et elle est en dehors de nous. Il y a d'autres termes qu'on retrouve souvent, notamment le terme d'environnement. Environnement, alors l'environnement, ça va être l'ensemble des éléments qui vont entourer une espèce. Ça peut être un individu, une société, et qui vont participer à sa construction, à son développement. C'est pas nécessairement un terme anthropocentré. On peut parler ça peut être pas nécessairement une espèce humaine, ça peut être un milieu pour une population végétale, animale, etc. Mais de fait, quand on va parler souvent d'environnement naturel, on va être plutôt sur une focale centrée sur l'humain, assez anthropocentrée. Quand on parle de l'environnement de l'humain, donc on a l'humain au centre et puis on a ceux qui gravitent autour. On a le terme de biodiversité qu'on rencontre aussi souvent, mais pas forcément dans les mêmes contextes, et qui a une dimension peut-être à la fois plus écologique et puis plus politique. Donc il n'est pas forcément nécessairement appréhendé de la même manière par tout le monde. Je reprends toujours la formule de Robert Barbeau, le tissu vivant de la planète. Je trouve que ça on voit très bien ce maillage qui s'opère entre la complexité du vivant. En fait, la biodiversité, c'est toute la variété des formes de vie sur Terre qui s'organisent à travers une série d'échelles spatiales et temporelles qui sont dynamiques, qui sont évolutives, avec souvent présenté de manière à des niveaux d'intégration, c'est-à-dire à partir du gène, à l'échelle de l'espèce, et puis à l'échelle de l'écosystème, donc des interactions entre espèces dans un milieu. Et toujours sur ce rapport avec un milieu donné. C'est un terme qui est intéressant parce qu'il est vraiment concomitant avec un certain développement de pratiques, de champs scientifiques, notamment autour de l'écologie et de la biologie de la conservation. Donc c'est un terme qui émerge aussi au moment où émergent les préoccupations et les réflexions autour de la préservation de la biodiversité et de l'érosion de cette biodiversité-là. Et donc, c'est un terme scientifique, mais il a aussi clairement une teinte politique dans la manière dont il va être appréhendé. On est à peu près sur les mêmes périodes lorsqu'il est utilisé, par exemple, pour la première fois au sommet de la Terre à Rio. Et c'est souvent le terme qui est utilisé pour traduire ces préoccupations en pratique, en enjeux de conservation à l'échelle des pays, à l'échelle internationale, etc. Donc il va se décliner. Cette notion de biodiversité, elle se décline et notamment elle s'organise à travers différentes approches de gestion, ce qui conduit certains auteurs à souligner certains risques, on va dire, associés alors, pas forcément à l'usage de ce terme, mais à l'usage qui en est fait, c'est-à-dire des risques d'instrumentalisation de cette nature. En fait, on va décrire la biodiversité, mais on va la décrire parce que
justement, cette diversité va permettre de profiter à l'humain. Donc on est encore sur une approche très anthropocentrée. On a beaucoup parlé de services écosystémiques, de services rendus à l'humain, etc., avec une forme de monétarisation. Parfois, on a cherché à évaluer combien une espèce pouvait rapporter, entre guillemets, quelle était sa participation à un écosystème et quelle était sa contribution monétaire, qui est une manière d'envisager cette question-là, mais qui peut aussi avoir un certain nombre de limites dans notre capacité à percevoir les enjeux. Et puis, il y a un terme peut-être un peu plus récent qu'on voit aussi apparaître, qui est la notion de vivant. Donc là, c'est des termes qui sont employés notamment par Baptiste Morisot et beaucoup de chercheurs en philosophie de l'environnement notamment, qui sont une autre proposition pour parler de la biodiversité, de la nature, de l'environnement, peut-être qui permet... Alors, j'ai mis des points d'interrogation parce que, en fait, voilà, moi j'utilise de manière un peu indifférenciée cette notion de vivant et de nature, même si je vois bien qu'on n'est pas exactement sur la même chose. Peut-être que quand on parle de vivant, on sort un petit peu de... plutôt que de nature, on va sortir un peu de ce dualisme entre nature et culture. Quand on parle de nature, on voit bien que ça charrie un certain nombre de choses. Si je vous dis nature, vous avez tous quelque chose qui se forme de l'ordre d'une représentation dans votre esprit. Et voilà, on pourrait vous faire dessiner, on va pas forcément tomber exactement sur les mêmes choses, mais on va retrouver un socle commun, voilà, avec des choses. Donc sur vivant, voilà, il y a d'autres choses peut-être qui se travaillent. Il y a aussi cette notion de focale qui est peut-être plus orientée sur les êtres, donc sur des caractéristiques de déploiement, de spontanéité, etc. Et c'est aussi peut-être une notion qui est plus focalisée sur les interdépendances qui existent en fait. Qu'est-ce qui fait le vivant? Comment ce vivant il se déploie? Voilà, tout ce qui nous relie dans le fait d'être vivants les uns avec les autres, etc. Donc voilà, c'est des pistes qui permettent aussi de parler de ces interactions. J'y reviendrai un petit peu, mais sachant que c'est ce rapport interactionnel entre les humains et le reste de la nature, dans l'environnement dans lequel on vit, il est sans doute prépondérant. C'est vraiment la manière dont ça vit. En fait, le vivant, il est en transformation. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement et du foisonnement permanent. On va revenir un petit peu peut-être sur une focale un peu individuelle et pourquoi, d'où on part un peu en termes de questionnement, par exemple, de recherche. Quand on parle de ces transformations, des évolutions des individus avec la nature, il y a des transformations sociales et environnementales assez fortes ces dernières décennies qui vont modifier les environnements et que cette modification d'environnement, et c'est à la fois les modifications des pratiques, des manières d'interagir avec la nature modifient aussi à la fois nos perceptions et nos comportements dans un processus un peu comme ça continu, avec des choses voilà, qui sont très connues mais qui quand même posent un certain cadre, le fait qu'on vive en ville de manière beaucoup plus importante. En France, c'est plus des 3/4 de la population qui habite dans un espace urbain, donc ça suppose un certain type d'interactions qui sont globalement différentes. Même si c'est à modérer. Il y a des approches autour des modifications sur nos manières d'interagir, notamment le temps passé devant des écrans. Alors je ne fais pas le lien en disant que les écrans, c'est mauvais pour la santé. En tout cas, c'est au moins de l'ordre du temps passé et de la manière dont on organise le temps présent, ce temps qui est pris en sédentarité, comme ça, souvent devant un écran, il n'est pas dévolu à autre chose, et notamment à passer du temps en extérieur. Et puis, bon, j'en ai parlé très vite de ces bouleversements environnementaux qui ont des effets directs à la fois sur l'état des milieux dans lesquels on vit et donc nécessairement sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ça dessine un petit peu dans nos rapports, on va dire, au quotidien? D'abord que la nature... Alors, encore une fois, on est sur un continuum. De quelle nature on parle? J'ai mis une petite photo, on a des plantes spontanées qui poussent dans les interstices. Et oui, effectivement, on est sur de la nature, sur des éléments de nature qui ont une émergence spontanée, etc. Peut-être pas dans une grande dimension qui est d'une grande fonctionnalité écosystémique. Voilà, donc on a tout ce continuum-là. Mais globalement, la nature va être moins présente dans les espaces de vie du quotidien des individus, qui se retrouvent à des espaces qui sont globalement pensés et construits pour des humains.
Et puis on a cette diminution du temps passé en extérieur. C'est vrai pour les adultes, c'est beaucoup vrai pour les enfants aussi. Et donc le constat global, ça va être... Alors je vais pas parler de décroissance, des expériences de nature, en tout cas pas de manière péremptoire, parce qu'en fait ça on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on a une modification de ces expériences-là. On va avoir des occasions de rencontres avec la nature qui vont être moins répétées, moins fréquentes, que ces rencontres elles vont être globalement moins riches en fonction de l'homogénéisation des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir une moindre biodiversité du fait quand on se retrouve en situation d'interaction, c'est souvent avec des éléments qui sont aussi de nature qui sont aussi plus pauvres. Et je parlais des villes, mais en fait on pourrait aussi dire la même chose dans les milieux ruraux. On a une grande homogénéisation des paysages, on a des pratiques agricoles, etc., qui homogénéisent à la fois le vivant et les types d'interactions qu'on va avoir. Et effectivement, les gens qui habitent plus en campagne sont peut-être plus enclins à avoir certains types de relations quotidiens, ordinaires avec la nature qui les environne, mais ce n'est pas nécessairement vrai aussi. Ils sont, comme les urbains, inscrits dans des pratiques. Et donc ça implique des relations qui sont souvent moins directes d'un point de vue corporel, qui vont plutôt passer par d'autres approches, et possiblement moins sensorielles. En se fondant un petit peu sur ce type de constat assez général, il y a des auteurs qui parlent qui vont parler d'une extinction de l'expérience de nature. Cette modification des expériences, déjà, elle impacte directement la santé et le bien-être des individus. Donc là, il y a des remarques à ce sujet. Et puis, au-delà de la question de la santé humaine, c'est que ces interactions-là, ces modifications, elles vont aussi avoir des effets sur les relations qu'on entretient avec la nature, notamment dans le sens d'un délitement, on va dire, de ces rapports. C'est Pyle qui parle de l'extinction de l'expérience de nature. Donc c'est l'idée, c'est en fait une idée qui est très usitée, que si on connaît, si en fait on va apprendre à aimer, et que si c'est parce qu'on apprend à aimer et à connaître qu'on va ensuite après s'engager dans des stratégies de protection. Et donc si jamais justement on n'a pas ces expériences-là de nature, en fait on ne peut pas développer de connaissances, on ne peut pas développer d'affect vis-à-vis de la nature, et a fortiori on ne peut pas se positionner sur différents types de comportements qui vont être favorables à la conservation. Et il y a d'autres auteurs qui reprennent un petit peu cette hypothèse pour l'élargir un petit peu sous un angle générationnel. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à l'échelle des individus, mais on est sur une échelle un peu temporelle où les générations se succèdent, et en fait on a une dégradation des milieux, mais chaque génération qui se suit en fait considère que l'état de la biodiversité ou du milieu dans lequel elle vit est en fait une forme de système de référence, en fait la référence en fait d'un état fonctionnel. Donc au fur et à mesure des générations, on a une dégradation, mais qui n'est pas perçue par les différentes générations. C'est un peu ce qu'on appelle la référence glissante. C'est des choses qui ont été mises d'abord en lumière par exemple par Pauly sur les systèmes de pêcherie. C'est qu'en fait les stocks de poissons devenaient de plus en plus petits, avec des poissons de taille de plus en plus petite. Mais en fait, à partir de quel moment on considère qu'on est sur un état référentiel d'un bon état fonctionnel de la biodiversité? Cette référence-là, tout le monde ne l'a pas intégrée parce qu'on n'a pas vécu 10 ans, 15 ans avant. C'est des choses dont on parle un peu, par exemple, avec un exemple qui est souvent donné, c'est celui des insectes sur les pare-brises, et qui permet de se rendre compte de ça, mais souvent c'est des choses qu'on conscientise pas, en fait, simplement, quoi. Et j'y reviendrai un petit peu, mais on travaille avec des enfants dans des écoles, et cette forme d'extinction d'expérience, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la nature autour de vous, comment est-ce que vous percevez, est-ce que l'environnement autour de vous, vous le percevez comme étant plus ou moins naturel? Et souvent les enfants disent mais c'est très naturel, j'ai une cour d'école qui est très naturelle, parce qu'on leur demande de compter, on fait un petit tour de la cour d'école et on leur demande de regarder s'il y a des arbres, s'il y a d'autres types de végétaux, des animaux, etc. Et en fait ils disent bah oui, il y a un arbre, 2 arbres, 3 arbres, en fait voilà. Et donc, il n'y a pas de système de référence par rapport à d'autres types de milieux qui seraient aussi beaucoup plus fonctionnels, etc. Donc, ces différentes remarques, ça alimente un peu
ça alimente un discours autour de ce que certains auteurs appellent déconnexion de l'expérience de nature, qui est à la fois entendu comme un éloignement physique, mais avec l'idée que cet éloignement physique, il produit aussi des processus psychiques d'éloignement. Donc les deux s'articulent ensemble. Je trouve ça intéressant, et pour comprendre plein de choses qu'on peut observer dans nos travaux, effectivement, je pense que ça joue, mais que c'est aussi des propositions qui sont à modérer, parce qu'en fait, on n'est pas non plus sur une rupture. À mon sens, on n'est plus sur des formes de transformation, mais cette notion de déconnexion, enfin, comme si on avait coupé un fil, par exemple, entre nous et la nature, etc., je trouve ça fonctionne pas, parce que les gens ne sont pas moins préoccupés par exemple, les questions autour de la perte de biodiversité, des enjeux climatiques, etc. On voit que pour un certain nombre de gens, en tout cas, c'est des enjeux de conservation, et notamment du côté des jeunes, c'est des questions, alors qui ne se traduisent pas forcément de manière concrète par un ensemble de pratiques ou de changements, mais c'est des questions qui sont centrales. Et quand on demande aux gens quelles sont vos préoccupations principales concernant... voilà, il va y avoir des préoccupations politiques, mais clairement, la question des préoccupations environnementales, elle est montante. Donc, il n'y a pas un désintérêt. Voilà, on n'est pas sur un désintérêt unique. Et puis, il y a plein d'attraits pour des situations de contact qui s'expriment plutôt dans la sphère du privé, mais avec des éléments, avec des espaces naturels. Et on a cette espèce d'impulsion qui est quand même assez généralisée et qui se développe pour certains aspects. Alors, je vais peut-être parler très vite sur la question des animaux familiers, mais voilà, qui sont des contacts avec des éléments de nature qu'on va un peu introduire dans le cadre de notre quotidien et qu'on va travailler de manière très privée. Donc, mais n'empêche que les gens ont des chats, ont des chiens. Il se passe quelque chose de l'ordre de ça. Donc, cet rapport de mise à distance, ça dépend comment on le regarde, ça dépend de quoi on parle avec cette notion de nature. Alors, on est réunis ici autour de ce thème de jardin, mais la fréquentation de jardin, le fait d'avoir un jardin, le fait de fréquenter des jardins, qu'il s'agisse de jardins, ça peut être des jardins partagés, ça peut être des jardins publics, etc. Pratiquer des pratiques de jardinage, etc. C'est pareil, ça fait partie des hobbies, des loisirs des Français qui sont les plus répandus et aussi les plus souhaités. Et dans une certaine mesure, ces choses-là, ça n'a pas rien à voir avec le fait que la projection idéale, un petit peu, que se font les gens, c'est une maison, mais avec un jardin autour, etc., qui est un peu comme une manière de cultiver... ouais, c'est ça, mais il y a vraiment quelque chose de l'intériorité-extériorité, et donc à la fois dans une mise en relation avec autre chose que soi. Il y a une augmentation des types de pratiques, de loisirs, de sports de nature et globalement de la fréquentation des espaces naturels. Il y a eu une espèce de remontée un petit peu après le Covid parce que voilà, je pense que ça a enclenché des dynamiques qui faisaient un peu résonance avec les gens, mais c'est des choses que, voilà, en termes de chiffres de fréquentation, on peut vraiment voir. Donc il y a cet élan, on va dire, autour de la recherche de certaines de formes de mise en relation, en tout cas. Après, on peut s'interroger sur ces pratiques qui parfois ont un impact à la fois social et environnemental, indirect ou indirect, qui n'est pas neutre. Le fait que on veuille tous avoir des maisons avec des petits jardins, ça participe à l'étalement urbain, au mitage, etc. La fréquentation des espaces protégés, la surfréquentation, ça pose plein de questions en termes de préservation de certains espaces. Mais n'empêche que ces pratiques-là, elles disent aussi quelque chose d'une forme de recherche, de mise en contact des individus avec des formes de nature. Et qui dit au moins quelque chose d'une aspiration qui, à mon avis, n'est pas à ignorer. Donc, dans les questions, un petit peu, par exemple, de recherche qu'on va se poser, on va s'intéresser à la transformation de ces relations avec la nature. Et on a pour ça plusieurs... ça, c'est des questions très générales, mais... quels sont les effets que produisent la mise en relation? Quels sont les types de relations que les gens vont avoir? Avec quel type de nature? Comment s'organisent ces relations-là? Et quels effets elles produisent? Ça va être déjà un grand champ de questionnement. Ensuite,
quand on regarde ces effets, quand on regarde ces relations, comment elles évoluent, en fonction de quoi, en fonction de quel processus. C'est-à-dire quels sont les différents éléments qui vont contribuer à faire qu'une relation existante entre des individus et un milieu va pouvoir progressivement changer de forme. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va prendre une autre tournure, etc. Et puis, une troisième question qui découle un petit peu de ça, c'est comment ces transformations, elles s'orientent plus particulièrement vers une mise en relation plus durable entre les individus et la nature. Et est-ce qu'il y a certaines conditions qui font que ces transformations, elles peuvent s'orienter dans cette direction-là plutôt qu'une autre? Et qu'est-ce qui fait que si jamais il n'y a pas cette orientation, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui permet de l'expliquer, etc. Donc moi, je travaille dans le champ de la psychologie environnementale, mais je travaille aussi beaucoup avec plein d'autres collègues, notamment en écologie, en géographie, en sociologie, en sciences de l'éducation, qui peuvent aussi se poser ce type de questions avec des angles d'approche qui vont être légèrement différents. En psychologie environnementale, on va vraiment s'intéresser aux interrelations entre l'individu et son environnement dans ses dimensions à la fois physiques et sociales. Donc l'environnement, ça va être en fait tout ce qui va entourer un individu dans la complexité de cette interrelation. Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement à cette relation avec l'individu et les environnements naturels, de fait. Mais il va y avoir cette dimension à la fois géographique, territoriale, qui est très forte, et cette dimension sociale. Et cette dimension biologique. Donc j'ai repris une proposition d'Edgar Morin qui dit chacun de nous, donc en tant que sujet, on est à la fois individu, donc dans notre construction individuelle de sujet, mais on est aussi partie d'une espèce et on est aussi partie d'une société. Et ces trois termes sont imbriqués et associés de manière complémentaire. Alors, pour ce qui est des effets, donc il va être un peu la première dimension. Qu'est-ce qui se passe quand on est en interaction avec des situations de nature? Alors, encore une fois, sur nature, on va avoir tout un continuum. Je détaille un petit peu. En fait, il se passe plein de choses. Il y a un très, très grand champ de recherche qui n'était pas forcément développé il y a 30 ans, mais qui a vraiment explosé les 10 dernières années autour des questions de documenter le contact des personnes, mais aussi des sociétés, en relation avec la nature, à la fois en termes de santé et en termes de bien-être. Alors quand je parle de santé, ça va être dans une approche assez large. Si on reprend la définition de l'OMS, la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social complet, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et par ailleurs, c'est aussi une mesure qui permet à un individu d'identifier, de réaliser ses ambitions, de satisfaire ses besoins et d'évoluer avec son milieu ou de s'y adapter. Donc c'est vraiment une approche qui est très, 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 très inclusive. Donc là, je vais pas vous parler des effets généraux que peut avoir la nature, la biodiversité sur la santé humaine, parce qu'en fait là, c'est pas une conversation d'une heure, il faudrait, c'est un rapport de 10 000 pages, parce qu'en fait, simplement, de manière très claire, la biodiversité soutient l'ensemble des conditions de notre vie humaine sur Terre. Donc, avec des choses aussi basiques que respirer, manger, etc. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les contributions de la nature, etc., qui sont encore un champ... Je vais vraiment faire une petite focale sur l'effet de certaines situations de contact, soit avec des éléments de nature, soit avec des milieux naturels. On a notamment des études sur les effets, la participation au bien-être physique, avec principalement des effets physiologiques observés sur la relaxation et sur la réduction du stress, qui va en fait découler d'une forme de régulation du système nerveux autonome. Donc on a des choses qui sont mesurables autour de la diminution de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, des taux d'adrénaline, de cortisol, qui sont des choses qui permettent de mesurer, qui sont des marqueurs en fait, qui montrent qu'on a un bien-être en tout cas accru, des choses observables aussi d'un point de vue neurologique autour de baisse d'activité cérébrale dans certaines aires du cortex. Et puis des choses aussi
des choses très basiques, notamment le fait souvent d'être en contact avec certains milieux. Ça génère une activité physique accrue qui elle-même participe de manière directe avec la réduction de certains risques associés à la sédentarité. Des études autour. J'ai des études parce que c'est pas une expérience qui va produire nécessairement tout ça, en fait. Et dans la recherche, on va surtout faire une focale sur un effet observé. Donc ça, c'est l'accumulation d'effets et d'expériences observées dans différents types de contextes. Et on va pas réussir à documenter l'ensemble de ce qui est produit en termes d'effets, par exemple sur un individu par rapport à un contexte donné. On va souvent regarder un milieu, un effet produit. Et c'est l'accumulation de ces recherches qui permettent un petit peu de dessiner quelque chose de plus large. Donc des choses autour de la réduction de la douleur, parfois l'accélération de la guérison de certains patients, et puis aussi la prévention de certaines maladies. On a beaucoup parlé à un moment de l'activation de certaines cellules qui sont des natural killers, donc qui vont interagir avec le système immunitaire pour traquer certaines cellules, etc. Donc on a un bien-être physique qui répond de manière assez cohérente avec un bien-être psychologique. Donc la diminution du stress physiologique, elle fait suite, en tout cas elle s'accompagne d'une réduction des risques et des pressions associées à certaines pathologies psychiques, notamment une réduction du stress qui va être perçu, une diminution des troubles anxieux, de la dépression, une diminution du trouble de l'attention. Et puis des choses, donc là plutôt sur un aspect curatif, mais on a aussi des choses plus contributives au bien-être en général. Une amélioration de l'humeur, des sentiments positifs, une amélioration des fonctions cognitives, qui se traduit en partie par une plus grande capacité mémorielle, par une récupération attentionnelle. Pour les enfants, on a des choses qui découlent également de ces notions d'attention, notamment des résultats scolaires, un accroissement de l'imagination, de la créativité, etc., au contact de milieux naturels. Il y a aussi des bénéfices sociaux qui sont parfois moins mis en lumière, mais j'en ai mis que quelques-uns, mais il se passe plein de choses. Par exemple, le fait d'accéder à des espaces verts pour différents types de populations, ça permet une diminution des inégalités environnementales. Les inégalités environnementales, c'est le fait que, en fonction des opportunités de vie et qu'on soit plus ou moins issu d'un milieu plus ou moins favorisé, en fait, on va avoir certains traits de vie qui vont impacter de manière plus positive ou négative la santé des individus à travers le travail, l'alimentation, etc. Et le stress. Et que le fait d'accéder à des espaces verts va permettre de réduire un petit peu ces inégalités qu'on peut par ailleurs observer entre différents types de populations. Et puis dans les pratiques de mise en contact, on a aussi, lorsqu'on est en extérieur, on s'aperçoit que ça favorise les échanges entre les gens, des développements, des relations, des comportements plus prosociaux, on va dire, des situations d'échange, de dialogue, etc. Ça, c'est des choses qu'on a pas mal mis en lumière avec les enfants notamment. Donc il y a tout ce versant effet de la nature sur la santé et le bien-être humain qui commence à être vraiment très très largement documenté, même s'il y a énormément encore à poursuivre pour à la fois comprendre dans quel type de contexte ça fonctionne et quels sont à la fois les effets et les mécanismes qui s'inscrivent derrière. Et puis, il y a des réflexions aussi sur quels sont les effets de la nature sur nos relations même avec la nature. Et il y a plusieurs pistes. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ces pistes-là, c'est pas parce qu'on est au contact de la nature qu'il va se produire forcément une forme de reconnexion immédiate et qu'il va y avoir des préoccupations et que ça change les comportements des gens. Parce que ça, ces études-là, elles sont très peu développées, principalement parce que la mise en évidence, elle n'est pas avérée. Par contre, on a des pistes. Par exemple, le fait de vivre des expériences de nature pendant l'âge de l'enfance, ça va participer à construire ce qu'on appelle des représentations de la nature, c'est-à-dire la manière dont les individus vont se représenter à la fois ce qu'est la nature, ce qu'est le vivant, et comment ils vont se positionner vis-à-vis de ça. Et souvent, quand ces choses-là vécues dans l'enfance, elles vont être assez structurelles pour tout le temps de la vie adulte aussi.
Donc elle contribue aussi à construire donc, ce qu'on appelle ce sentiment de connexion, c'est-à-dire comment est-ce que je me positionne comme faisant partie du monde naturel. Est-ce que je me positionne dans une situation de mise à distance et de distinction, ou est-ce que je fais partie de la nature? Et l'idée derrière, c'est que ce sentiment de connexion lui-même, il est susceptible de participer à on va dire alimenter un certain nombre de valeurs et de pratiques qui vont plutôt être favorables à des prises de position qui vont préserver l'environnement. Il y a plein d'autres facteurs qui viennent un peu écraser les effets que peuvent avoir ce sentiment de connexion et ces pratiques sur les comportements. Donc le passage entre le sentiment de connexion, les attitudes et les comportements, il y a un fossé parce qu'il y a plein d'autres choses à un moment donné qui viennent se jouer dans cette relation-là. Puis il y a des choses assez intéressantes sur l'articulation entre les deux aspects. Par exemple, on s'est aperçu que les gens qui se sentaient le plus reliés à l'environnement naturel, c'était aussi ceux qui déclaraient ressentir le plus de bien-être dans des situations d'interaction, de contact avec la nature. Donc ce sentiment de connexion, il alimente aussi une forme d'attention qui va répercuter les effets en termes de bénéfices aussi sur le bien-être humain. Il y a une forme de réversibilité un petit peu de ça qui est intéressante. Voilà. Là, c'est juste pour nuancer, mais en fait, donc ces études, elles reposent sur une diversité d'environnements et une diversité d'effets. C'est encore aussi, ça commence à être documenté, mais je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à faire sur les types d'environnements. Et ce qui semble être un petit peu le cas, c'est que plus les environnements sont naturels, dans le sens où ils sont diversifiés, riches en biodiversité, fonctionnels, etc., plus leurs effets sur la santé humaine semblent être importants. Voilà, donc on ne va pas avoir exactement les mêmes effets selon qu'on est dans une forêt. Alors, je ne dis pas une plantation de monoculture de pin, mais en tout cas que, par exemple, dans un espace qui va être où il y aura des éléments de nature, mais dont la richesse fonctionnelle va être beaucoup plus petite. Et il y a notamment des milieux forestiers qui sont plus étudiés que les autres. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Peut-être pas nécessairement parce que ce sont les milieux les plus impactants, mais de fait, c'est ceux qui ont été étudiés en premier. Mais il y a aussi beaucoup de recherches sur l'effet de parcs urbains, par exemple, sur la santé. Et à ce niveau-là, il se passe déjà plein de choses. Donc, voilà, le milieu est important, mais il y a aussi d'autres choses qui agissent, et notamment les types d'interactions. Ça, c'est un peu l'angle mort des études, parce que c'est pas facile à décrire. C'est-à-dire que c'est plus facile de décrire le type de milieu dans lequel on interagit. Par contre, ce qui s'y joue, ce qu'on y fait, et souvent il s'y passe plein de choses, ça a au moins autant d'importance sur les effets que le type de milieu. En fait, il y a plein de manières d'interagir dans un même espace, d'être en situation d'interaction avec la nature. On peut faire ça. Là, j'en parle pas vraiment parce que c'est pas le propos, mais il y a des interactions avec la nature qui sont même tout à fait indirectes, qui impliquent même pas des situations de contact, où on va être juste sur le fait d'avoir une image qui est présentée à soi d'un couvert forestier. Et déjà là, on observe des situations de réaction physiologique qui vont être positives. Si on met des plantes dans les open space, si on met plus de lumière, etc., on a des effets où potentiellement on augmente la productivité des personnes, etc. Voilà, il y a des choses qui... mais pour ce qui est de la question du contact, donc ça peut être des contacts qui sont involontaires. On peut très bien pratiquer une activité et avoir des situations d'interaction sans forcément que ce soit recherché. Et puis il y a des contacts qui vont être plus ou moins intentionnels et qui recouvrent vraiment une variété d'approches. Donc voilà, l'influence de ces types de pratiques et quelles sont les caractéristiques de ces pratiques qui permettent d'expliquer pourquoi on a tel effet et tel autre. Là, il y a encore aussi beaucoup de choses à explorer. Et puis, il y a une diversité de profils individuels, d'abord. Tout le monde ne réagit pas exactement en fonction de son histoire à une situation. Et de contextes culturels aussi, énormément, qui expliquent qu'on va observer une réception plus ou moins différente en fonction des contextes. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a aussi beaucoup de choses, par exemple, sur les enfants, qui constituent un peu un profil un peu particulier dans ces relations-là. Donc là, j'ai parlé un petit peu des effets, c'est-à-dire ce qu'on observe,
sont principalement des effets qui sont dirigés vers la santé, vers le bien-être humain, et dans une moindre mesure, c'est certaines pistes pour que ça se traduise aussi en d'autres formes de posture vis-à-vis de la nature. Maintenant, je vais peut-être vous parler un petit peu des processus, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet derrière d'expliquer ces effets. Pourquoi est-ce que quand les gens sortent dans un milieu naturel, qui peut être très naturel, mais qui n'est pas nécessairement très naturel, un jardin cultivé, etc. Qu'est-ce qui se passe et qui fait au point où on arrive à observer des choses très très flagrantes. Et ça marche vraiment avec déjà quelques éléments de nature. Alors, en fait, il y a plein de pistes pour expliquer ça. D'abord, en fait, l'éloignement avec un contexte qui, lui, va être plus stressant. En fait, ce ne serait même pas tant le fait qu'on soit dans un milieu plus naturel, c'est le fait qu'on s'extrait d'un milieu qui est plus artificiel, pour le coup, et où simplement vous enlevez les bruits de la ville, qui sont des sollicitations. Enfin, il y a des sollicitations, par exemple, dans des espaces où il y a beaucoup de monde, où vous avez des sollicitations visuelles, auditives, attentionnelles, permanentes, qui forment une sorte de surcharge un petit peu cérébrale, et des temps de relâche qui sont difficiles à trouver. Donc en fait, simplement être dans un milieu où il y a moins ces effets-là, ça permet d'abaisser les niveaux en quelque sorte. Après, on va avoir des recherches qui vont s'orienter sur les caractéristiques de certains milieux. C'est-à-dire, si on observe des effets, c'est parce que le milieu produit directement, biologiquement, certains effets. Donc là, on va beaucoup parler aussi dernièrement des substances qui vont être émises par certaines plantes et qui vont venir en interaction avec le corps et qui vont physiologiquement produire des effets. Il y a aussi des discussions autour du microbiote, de la réponse immunitaire, etc. Voilà, il y a le fait de toucher, de gratter, etc. D'être simplement au contact, hein, pas, voilà. On va développer un certain nombre de formes de réponse. Voilà. Avant, on parlait beaucoup simplement de réponse immunitaire. Maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, les enjeux ils sont beaucoup plus importants en termes de construction de l'individu dans son développement optimal, sur sa capacité à penser, à assimiler la nourriture. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis ensuite, on a des pistes. Parce que juste la question du milieu, elle semble un peu insuffisante pour expliquer qu'on ait cette espèce d'inclinaison un peu spontanée vers la nature. Une première proposition, ce serait une explication d'adaptation de l'espèce humaine dans une perspective évolutive. Ce serait l'idée que, en fait, nous, on a l'impression que nos rapports avec la nature évoluent très très vite. Ouais, mais notre cerveau, lui, en fait, notre corps en général, mais nos mécanismes psychiques, ils ont évolué au contact de la nature. Et donc la proposition qui est faite, c'est qu'en fait, notre cerveau, il est principalement adapté à vivre dans un environnement naturel. Et donc, en fait, il fonctionnerait mieux quand il se trouve en situation naturelle, simplement pour une forme de fluidité. Et donc c'est une hypothèse qu'on retrouve un petit peu avec l'hypothèse de biophilie de Wilson. Donc biophilie pour amour de la nature. C'est pas un amour de la nature qui est déclaratif, hein, c'est pas une inclinaison spontanée. Pour lui, c'est un processus qui est génétiquement inscrit. C'est-à-dire qu'en fait, on va spontanément rechercher des formes de mise en relation avec la nature parce que c'est ce qui nous permet de s'engager dans des formes d'adaptation les plus efficaces. On va chercher de l'eau, on va prêter attention à nos interrelations avec les espèces qui se trouvent autour de nous. On va essayer de décrire l'environnement dans lequel on se trouve parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de survivre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hypothèses-là, qui sont plutôt proposées dans les années 80 et qui font un peu philosophique sur ces réflexions-là, elles viennent ces dernières décennies être largement alimentées par des études qui vont être plutôt dans le champ des neurosciences, etc., où on peut aller essayer d'observer ces effets-là qui sont produits. Donc là, j'ai mis à chaque fois une étude, mais en fait, il y en a vraiment plusieurs. Par exemple, où on montre que, effectivement, lorsqu'on est entouré de verdure, le fonctionnement cérébral est différent d'un autre contexte, et notamment les régions cérébrales, elles vont interagir plus entre elles. Et par exemple, là, pour les auteurs de l'étude, c'est l'idée que globalement, le cerveau il est plus performant dans un milieu naturel que dans un environnement qui est plutôt artificialisé ou anthropique. Une autre théorie qui est un peu en relation avec la première, c'est
qu'on appelle la théorie de la réduction du stress, c'est qu'en fait les milieux naturels, ils vont favoriser la récupération après un stress, alors que les milieux artificiels ou plutôt urbains, eux, ils vont entraver plutôt, à l'inverse, cette capacité de récupération. Ça repose sur des études qui montrent que, en fait, ça dépend encore une fois des types de relations qu'on va avoir à ce moment-là. Mais quand on est plutôt dans des relations d'immersion et dans un contexte d'interaction positive, parce que nécessairement, si on est tout seul la nuit en plein milieu d'une forêt et qu'on ne l'a pas souhaité, on ne va pas forcément avoir des effets positifs. Donc encore une fois, il faut toujours nuancer le contexte, mais globalement, sur des effets de mise en relation directe dans un contexte positif, on va avoir une forme d'état de relaxation qui va être observé par le cerveau avec la production d'un certain type d'onde qui est assez caractéristique. Et ces choses-là, on ne les observe pas, par exemple, quand on est en milieu urbain. Et la proposition derrière, c'est un petit peu, ça rejoint un peu cette notion d'évolution, c'est qu'en fait nos systèmes neuronaux, ils sont adaptés à fonctionner en milieu naturel et donc ils sont à la fois fonctionnels, mais il n'y a pas de surcharge, alors que dans des milieux urbains, le cerveau est toujours en train de se mettre en alerte, etc., principalement pour des raisons de non-habituation en fait. La sollicitation se fait pas de manière discrète et continue. Et là, c'est pareil, on peut trouver d'autres études, par exemple sur des études qui montrent que quand on est dans un environnement urbain, on va avoir certaines zones d'activation cérébrale qui vont s'activer, qu'on ne va pas apercevoir dans des mises au contact avec des environnements naturels. Une troisième théorie, qui est celle de la restauration de l'attention, qui a à voir, elle, avec la question du stress. C'est l'idée que être au contact avec la nature, ça va permettre une récupération des efforts psychiques quotidiens. Alors tout le monde fournit des efforts psychiques, ce qui est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais ces efforts-là, on a besoin de moments de récupération attentionnelle qui permettent une forme de remise à niveau de l'attention, qui permettent ensuite après à l'individu simplement de pouvoir continuer sans accroître sa fatigue psychique. Et dans cette proposition-là, c'est que plus particulièrement les situations de contact avec la nature, ça permet cette récupération-là, et que de fait, ça va permettre de restaurer l'attention, ça va réduire la fatigue, et ça va améliorer les fonctions cognitives, qui relèvent des capacités d'apprentissage, de mémorisation, etc. Donc c'est Stephen et Rachel Kaplan qui ont développé cette théorie et ils parlent, et à l'intérieur en fait il y a plusieurs éléments. Un premier élément, c'est ce qu'ils appellent la fascination douce, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation avec la nature qui permet un repos et un rétablissement cognitif, mais où la nature va à la fois exercer un attrait, mais qui va solliciter le cerveau en douceur. Et typiquement, l'exemple qui est souvent donné, c'est un peu le feuillage, le balancement du feuillage dans le vent, si on est allongé, etc., et qu'on regarde le feuillage, il y a cette espèce d'attention dirigée qui est inconsciente, qui sollicite clairement le cerveau puisqu'on regarde quelque chose, mais qui est à la fois très douce et discrète et continue, et que ça fait partie des mécanismes attentionnels. Mais à l'intérieur de cette restauration d'attention, donc il y a ce type de mécanisme, mais il y a aussi ce qu'ils appellent l'éloignement, donc c'est le fait de se mettre à distance du quotidien, qui constitue aussi un élément marquant. Il y a cette notion d'étendue, à quel point on est immergé dans la nature. Et se sentir immergé, pour eux, ça participe à la récupération. C'est-à-dire que on va être sur un gradient. Cette étendue, elle peut être plus ou moins forte si on est dans un parc urbain et qu'effectivement on est en situation de contact avec des éléments de nature, mais derrière on va entendre le bruit de la ville, etc. Il va y avoir beaucoup de gens qui passent. L'étendue, elle est sans doute moindre que quand on se trouve dans un milieu forestier où on va être seul ou avec un groupe de personnes dont on gère l'interaction. Hier, on parlait du silence, par exemple, etc. Enfin, il y a des choses ça recouvre certains de ces aspects-là. Et puis, il y a une autre dimension qui s'appelle la compatibilité. C'est le fait de se retrouver dans la nature et à quel point ça génère des sentiments d'harmonie, le fait de se sentir intégré à quelque chose de plus vaste. Donc là encore, cette notion-là, elle est sur un continuum. On ne va pas forcément avoir ces mêmes aspects-là en fonction des milieux, etc. Et voilà, on peut trouver encore plein d'autres études qui montrent effectivement que
quand on est en situation, à quel point les situations d'interaction participent à cette restauration de l'attention. Je vais peut-être dire un mot rapide sur la sylvothérapie parce que j'ai eu l'occasion d'écrire un ouvrage sur la question, mais qui était en fait une opportunité de faire un petit peu le point sur l'ensemble des études qui étaient produites sur la question. Donc, sylvothérapie, je pense qu'on peut l'entendre dans un sens large. C'est l'ensemble à la fois des recherches et des pratiques qui portent sur la santé et le bien-être des individus dans la mise en relation avec, initialement avec un espace forestier, mais je pense qu'on peut l'étendre plus largement avec la mise en immersion avec des milieux naturels. Et typiquement, par exemple, les espaces forestiers qui ont historiquement beaucoup été étudiés au Japon, et il y a un grand nombre de ces études-là qui viennent aussi alimenter les études dont je vous ai parlé. On est sur des expériences qui sont très immersives et qui sont multisensorielles et qui tendent un petit peu à expliquer les bénéfices qu'on peut observer, par exemple spécifiquement sur ces milieux-là. On va être sur l'odorat, effectivement, dans des forêts, dans certains types de forêts, parce que toutes les forêts ne produisent pas les mêmes effets, etc. On va avoir certaines concentrations. On va avoir des sollicitations visuelles qui produisent de la restauration de l'attention, de l'apaisement. On a ce qu'on appelle le rôle des fractales. Alors, ce qu'on appelle les fractales naturelles, c'est un motif qui se reproduit à différentes échelles. C'est le chou romanesco, ça c'est vraiment la plus jolie fractale, c'est absolument fascinant. Donc, on a d'un chou dans un chou, dans un chou, dans un chou. Et donc ces fractales, on peut les reproduire de manière artificielle par ordinateur, etc. Mais en fait, elles sont présentes dans les milieux naturels de manière vraiment dans plein de choses après quand on les cherche, on en voit partout. Et visuellement, apparemment, il se passe quelque chose sur cette mise en relation qui génère une forme de détente physiologique. Il y a des choses autour... donc on est vraiment sur cette multisensorialité, des choses autour du toucher. Là, par exemple, c'est intéressant, c'est une étude de recherche. Donc des chercheurs ont essayé d'isoler spécifiquement pour essayer de comprendre dans quelles pouvaient être les différentes dimensions de certaines approches. Donc là, ils ont, hors contexte, ils ont demandé à des participants de toucher certains types de matières, du bois traité, du bois brut, du métal, etc. Et en fait, pour essayer de caractériser les effets qui pouvaient directement générer ce type de contact. Et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, le fait de toucher du bois, ça participe à un abaissement de la pression sanguine. Alors, on est juste sur on est sur de la matière, on n'est pas nécessairement sur du vivant, etc. Mais on a cette chose-là qui corporellement nous suit. Donc, forcément, quand tu es dans un milieu forestier, etc., on a tout ça de manière un peu combinée. On a l'ouïe aussi, par exemple. Donc là, l'idée, c'était d'isoler un petit peu les différents éléments. Et donc, pareil, si on fait écouter certains sons de la nature, et notamment les chants d'oiseaux, on a également des effets physiologiques qui sont observés. Pour élargir, donc souvent ces approches donc clairement elles sont soit dans un but à minima thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va être engagé dans une démarche de soins par rapport à certaines problématiques, plus largement des thématiques de bien-être et d'amélioration de la santé, soit des individus, soit de certaines populations sur les approches de sylvothérapie, et dans une bien moindre mesure, il y a un certain nombre de dimensions autour de ces approches-là, dont la priorité ne va pas être nécessairement de produire du bien-être pour les gens, ou en tout cas pas la motivation première, mais de produire une mise au contact des gens avec les milieux, une forme de reconnexion, et souvent c'est dans ces contextes-là qu'on voit le terme, où l'idée ça va être plutôt de reproposer une mise en relation entre les gens et les arbres, la nature, etc. Et la dimension, alors à la fois dans les démarches de soins et ces démarches-là, c'est qu'on n'est pas juste sur la mise en contact, on ne prend pas des gens et puis on les met dans un environnement et puis on attend qu'il se passe quelque chose. C'est souvent, il y a une réflexion, un cadre, un accompagnement qui est pensé pour essayer d'accroître, on va dire, ces effets-là. Donc on a cet aspect immersif de la mise au contact,
Mais aussi, on a des propositions qui sont faites pour positionner les gens dans une situation de mise en attention. Donc, ça va parfois passer par le fait d'être plutôt dans une pratique silencieuse, d'écouter le silence, de faire silence. Ça va être pour certains des pratiques de marche, de méditation, etc. Il y a des propositions qui sont faites autour de l'expérience sensorielle, et qui sont des propositions permettant d'accroître ça. Et pour aller vers de l'expérience sensible, c'est-à-dire pas juste à travers une approche corporelle, mais aussi à travers des questions autour des ressentis, autour des émotions, et notamment avec une verbalisation, ou en tout cas un effort de réflexivité, c'est-à-dire pas seulement faire vivre quelque chose, mais donner à réfléchir par rapport à ce qu'on vit. Et souvent, c'est ce décalage-là qui va permettre de faire que l'expérience ne va pas se cantonner à un moment, mais va possiblement pouvoir être marquante dans l'histoire de vie de l'individu, et ensuite se rappeler un souvenir, s'inscrire dans une histoire. Et puis, souvent, c'est des propositions qui s'inscrivent dans une démarche répétée. On ne va pas avoir les mêmes effets selon, si on est sur un moment, une fois de contact, ou si cette démarche-là, elle est reproduite progressivement, de manière régulière, etc. On est sur des processus de soins où les questions des milieux transforment clairement nos approches en termes de santé et de bien-être. Par contre, pour ce qui est de transformer nos rapports, c'est-à-dire qu'on va se faire du bien, et faire du jardinage, ça nous soigne, mais est-ce que pour autant faire du jardinage, ça participe à soigner la relation qu'on entretient avec la nature? Ça, c'est moins sûr, et je parlais tout à l'heure d'une diversité de facteurs qui viennent s'immiscer un petit peu dans ce rapport-là. En fait, on va avoir nos comportements, mais qui sont en grande partie dirigés par les représentations, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de nos rapports à la nature, et que nos représentations, nos comportements, elles modifient les milieux nous modifient en retour, etc. Donc en fait, on est dans une perméabilité et une fluidité en termes d'interrelation entre nous et le vivant qui est continue. Donc on est dans des rapports qui ne sont pas du tout figés, même si, en tant qu'individu, on aime les certitudes et que les choses s'organisent selon un certain nombre de cadres. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que le vivant se vit, même si nous, en termes d'expérience, on le vit de manière tout à fait décalée. Et par ailleurs, on est souvent dans cette perception d'un vivant ou d'une nature qui est plutôt sujet, sur laquelle on va agir, on va faire des choses, Et alors qu'en fait, cette nature-là, de fait, elle nous transforme, donc elle est aussi actante, donc elle est faite de sujets qui participent à notre transformation. Et il y a aussi ce décalage-là entre la manière dont on perçoit cette nature comme une forme de chose un peu inerte, et puis cette manière dont elle nous transforme en fait. Donc cette notion de déconnexion, par exemple, moi je l'entends plus comme une forme de décalage entre cette réalité de porosité et de mouvement qui existe, et de mise en relation, parce qu'en fait, on n'est pas déconnecté de la nature, on respire, on vit, on participe du vivant. Mais par contre, sur la manière de percevoir les choses, on a une approche qui est beaucoup plus figée, et qui souvent nous conduit à considérer qu'en fait, le fait d'entretenir des rapports qui soient durables avec le vivant, c'est pas quelque chose de nécessaire ni de central dans nos rapports au monde de manière générale. On va mettre dans la liste de nos priorités des milliards de choses qui vont passer avant le fait d'être dans une relation d'échange, de dialogue et de continuité avec le vivant. Et à mon sens, cette notion de déconnexion, si on peut l'employer dans un sens, ça va être dans ce décalage-là. Donc pas une rupture qui existe, mais plutôt une forme de rupture plutôt psychologique entre la réalité des choses telles qu'elles sont et la manière dont on les perçoit. Pourquoi est-ce qu'on bloque, en fait? C'est parce que on a des systèmes de représentation globalement au monde qui s'organisent selon des facteurs cognitifs qui font que globalement, quand on a une certaine idée, elle bouge très difficilement, et elle va bouger en fonction de la manière dont les autres aussi vont bouger, etc. Et pour ces différentes raisons, on a des manières de réfléchir qu'on appelle des heuristiques, qui sont des formes de raccourcis cognitifs qui font que, particulièrement face à une situation de complexité, on va essayer de trouver des réponses simples à une situation qui ne l'est pas. Et donc, on va plutôt aller sur des formes d'intuition spontanée
qui sont une manière qui participent à notre manière de fonctionner de manière générale. C'est-à-dire que c'est très très fatigant de penser chaque action de manière réfléchie, conscientisée, etc. Donc pour ça, le cerveau a des raccourcis qui permettent de fonctionner dans la vie ordinaire, etc. Mais parfois, ces raccourcis ils induisent un certain nombre de biais, notamment par rapport à des situations complexes ou des situations d'urgence, par exemple, etc., qui nous mettent parfois en décalage. Et puis, un élément dont on discute moins, c'est qu'en fait, à l'échelle de l'individu, il peut se passer des choses, mais l'ancrage social et l'influence sociale, c'est-à-dire en tant qu'individu, en fait, on va vraiment se positionner par rapport au groupe, et ces interrelations-là, elles vont construire énormément de choses. Et donc, ces rapports du vivant avec les individus, ils sont pas... Finalement, la question individuelle, elle est très vite écrasée par la question sociale. On est dans des rapports qui sont construits. Enfin, tout à l'heure, je parlais des milieux urbains ou de la relation aux écrans, etc., qui induisent d'autres modes de comportement, mais on pourrait aussi imaginer que c'est parce que nos sociétés, elles s'imaginent que travailler nos rapports avec la nature, c'est pas fondamental, que finalement on aboutit à ce type de pratique, parce qu'on pourrait aussi avoir des villes qui n'ont pas du tout le même, qui sont pas du tout construites sur le même type de modèle, etc. Donc à un moment, c'est aussi des choix de construction sociale, et qui sont des choix, enfin on pourrait remonter très très loin, mais à partir de quand est-ce qu'on a commencé à considérer que... Voilà, ça c'est un grand... Mais en tout cas, c'est pas des choses qui datent d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Il y a des transformations très récentes, mais globalement, cette question d'asseoir la domination sur le vivant, c'est des choix sociétaux qui datent peut-être du néolithique, donc qui sont quand même questionnants. Là, c'est un projet avec des réaménagements de cours d'école avec la mairie de Montpellier, donc il y a pas mal de réflexions autour de ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, qui vont être l'idée de mobiliser la nature pour à la fois répondre à des besoins sociaux, de santé, de développement humain, et en même temps des questions autour des enjeux environnementaux. Et donc, parmi ces solutions basées sur la nature, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se font autour de réaménagement d'espaces urbains, de la remise ou la renaturation de certains espaces, là, et notamment, par exemple, des cours d'école, parce que les cours d'école sont largement artificialisés, donc il y a beaucoup d'opportunités en termes d'espace. Et aussi, et donc, là-dedans, il y a plein d'objectifs, notamment des questions d'adaptation au changement climatique, parce qu'il y fait très chaud nécessairement, parce que ça permet aussi de réaménager ces espaces-là pour répondre à certains besoins de bien-être des enfants en termes de développement. Enfin, il y a plein d'autres enjeux qui viennent se greffer. Et puis, maintenant, il y a des enjeux autour de est-ce que ces cours d'école, est-ce qu'on peut les penser comme étant des lieux de retravail entre des relations entre les enfants et la nature. Et il y a pas mal de choses qui commencent à sortir dans ce sens, qui montrent que, par exemple, certains cours d'école qui ont plus de biodiversité vont avoir des effets positifs sur les enfants, notamment en termes de bien-être, avec des focus un peu sur le fait d'avoir un jardin à l'école, et le fait que ça va permettre d'augmenter à la fois, par exemple, les compétences émotionnelles et sociales, le bien-être général, possiblement un intérêt pour la nature, etc. Donc, notre idée, c'était un petit peu d'aller regarder ça avant la mise en œuvre de transformation de cours d'école. Et donc, on a mené un certain nombre d'enquêtes dans des écoles avec les enfants et avec les enseignants. Donc, il y a des écoles qui sont plus ou moins végétalisées, il y en a qui sont très artificialisées. Alors, le schéma, il fait un peu peur. Mais en gros, on a essayé d'identifier différents points. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va essayer de faire. Enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est typiquement un projet de recherche, voilà, avec des types de résultats. On a 2 dimensions. Tout ce qui est en vert, ça va être les dimensions autour des expériences de nature. Quelles sont les expériences que les enfants vivent au quotidien? Quelles sont la fréquence d'exposition? Dans quel type de milieu? Avec quel type de sociabilité? Comment est-ce qu'ils se perçoivent, quel est leur, en termes de connexion à la nature, quels sont leurs rapports par rapport à certaines expériences de nature, etc. Donc ça documente ça. Et puis en bleu, c'est des questions autour du bien-être et de la santé à l'école. Le bien-être, on va essayer de documenter le bien-être général, le bien-être social, des choses relatives à l'appréciation de la cour d'école ou des choses autour de la restauration psychologique associée à la cour d'école. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à mesurer, par exemple, à travers des questionnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours direct des enfants. Les enfants
répondent à des questions, mais la question n'est pas directement posée. Donc, en fait, on a les informations, mais qui sont de manière voilà, un peu invisible de la part des enfants. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, déjà, il y a des interactions très fortes entre les deux dimensions, c'est-à-dire que la question du bien-être à l'école, toutes ces dimensions-là, elles sont reliées. La question des expériences de nature, elles sont reliées, c'est-à-dire que c'est les enfants qui sortent le plus. C'est aussi les enfants qui vont avoir une plus grande diversité d'expériences de nature, qui vont les percevoir de manière plus positive. C'est eux qui vont avoir les sentiments de connexion les plus élevés, etc. Ça fonctionne vraiment très bien. Là, il y a plusieurs autres dimensions. Là, j'ai seulement mis les liens qui sont statistiquement significatifs entre ces dimensions. Et puis, de manière un peu plus intéressante, c'est qu'en fait, ces dimensions-là, elles viennent alimenter ces questions du bien-être, par exemple, où on a certains points. Par exemple, percevoir la naturalité de la cour d'école, etc. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus les enfants qui sortaient le plus, qui avaient ces expériences-là qui étaient les plus enrichies, en fait, c'est aussi ceux qui avaient une capacité à percevoir la nature, et peu importe le milieu. C'est-à-dire que c'est pas seulement le milieu dans lequel on vit, c'est aussi la manière dont on le regarde. Et les enfants qui avaient ces expériences plus riches, ils étaient en capacité de regarder et de percevoir aussi plus de nature dans les différents milieux. Ça, c'était plutôt des questionnaires, etc. Avec d'autres types d'approches, on a travaillé sur de la cartographie. On peut voir un petit peu en bas, là, où on demande aux enfants de repérer les endroits qu'ils aiment bien dans la cour d'école, les endroits qu'ils aiment moins, etc. Et puis, du travail sur du dessin, où on leur demande d'imaginer la cour d'école telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Et en fait, on a un décalage total entre ce qui est mis là, et on a fait aussi des échanges, des moments de discussion avec les enfants. En fait, la question du bien-être, la manière dont la nature elle contribue au bien-être des enfants, elle n'est absolument pas perçue par les enfants de manière conscientisée. C'est-à-dire qu'on a ces choses-là très fortes qui apparaissent. On voit bien que la question de la nature, elle vient alimenter ça, mais par contre, en termes de réflexivité, c'est-à-dire est-ce que je rajouterais plus de nature, est-ce que ça a du sens, etc. Et en fait, les enfants, si on leur demande ce qu'ils veulent des toboggans. Non, d'abord, ils veulent des piscines, ensuite, ils veulent des balançoires, des toboggans, des restaurants, des salles de jeux vidéo, etc. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que, en fait, la question, d'abord, le milieu, il influence de manière spontanée, il produit des effets. Par contre, il ne produit pas nécessairement de réflexivité sur la manière dont on va se positionner vis-à-vis de la nature. En fait, il y a un accompagnement qui est à réaliser ou qui est à réfléchir pour aller au-delà de l'effet individuel produit sur la question du bien-être. Ce qu'on essaie de poser comme hypothèse, c'est qu'il y a, au-delà de juste la question du contact avec les milieux, certaines caractéristiques qui potentiellement, lorsqu'elles viennent s'ajouter les unes avec les autres, pourraient constituer des éléments qui vont être transformateurs dans l'expérience. L'expérience sensorielle, ce que j'ai appelé l'ancrage, c'est le fait de s'inscrire dans un espace qui va être un espace territorial, etc. L'expérience sensible, le rapport aux émotions qui peuvent être travaillées de plein de manières différentes. L'engagement, le fait d'agir, d'être dans l'action, très clairement, et le partage, notamment le partage social de ces expériences-là. Le fait que ce ne soit pas un individu, mais aussi un ensemble de gens qui réfléchissent autour de ça. Et les recherches qu'on mène, c'est d'essayer de travailler des dispositifs qui essaient d'intégrer l'ensemble de ces aspects-là en faisant l'hypothèse que parce qu'on va essayer d'intégrer ces différents aspects-là, on va aller dans une observation des faits qui sont au-delà des faits individuels sur le bien-être, mais qu'on va avoir aussi potentiellement une réversibilité et une transformation de ces postures. Voilà. Je vais m'arrêter ici.